Salut à tous, c'est Bismart. On démarre donc une nouvelle semaine de débat autour des sujets du moment. Tiens, on ira, d'ailleurs, c'est ce qu'on va un peu faire cette semaine. De toute façon, c'est l'opportunité des gens qui viennent débattre avec nous, qui nous permet d'aller sur ces sujets sur lesquels on n'avait pas été encore depuis qu'on a repris, depuis un peu plus de 2 semaines. Tout ce qui se joue du côté de la tech et notamment tout ce qui se joue du côté d'Apple. Je dois vous dire que ça m'intéresse, même en termes de théorie économique, cette pression qui est mise aujourd'hui sur le magasin d'applications d'Apple et de Google d'ailleurs. J'aime beaucoup ce sujet, je pense que ça permet de réfléchir à la situation de monopole, aux situations de concurrence, mais en même temps aux innovations et aux risques qu'ont pris ces grandes entreprises pour créer ces magasins d'applications. Et puis on va aller aussi vers l'international, mais ça ce sera un peu plus tard dans la semaine. Il se passe beaucoup de choses en Chine notamment, et on aura jeudi, si je ne m'abuse, oui, jeudi, pour le coup une émission totalement internationale, particulièrement autour des États-Unis et de la nouvelle donne décrétée par Joe Biden, enfin théorisée par Joe Biden, autour de la politique étrangère américaine après le retrait d'Afghanistan. C'est parti, une nouvelle semaine de Bismart. Donc, autour de la table, Jean-Christophe Alquier. Salut Jean-Christophe. Salut Stéphane. Président fondateur de Alquier Communication. Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Fondateur de netinvestissement.fr. Nicolas Dueb. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. On disait serial entrepreneur à une époque. Nicolas, combien de boîtes t'as monté, Nicolas ? En fait, j'ai surtout la même structure que j'emmène et que je fais évoluer. Donc, je suis plutôt le roi du pivot que le roi de la création. Alchimie, alors aujourd'hui tu es dans l'univers de la télé, de l'audiovisuel, etc. et tout. Exactement, et puis en fait avant il y avait une structure qui s'appelait Selfish, qui était dans les contenus pour mobile, donc on va reparler du magasin d'Apple après. Non, mais moi je veux bien que tu me parles de pivot, mais entre le contenu pour mobile et Alchimie aujourd'hui... C'est la même structure juridique. Oui, d'accord, ok. Et il a fallu quand même à un moment donné trouver des investisseurs pour leur faire passer d'un point A à un point B, les convaincre qu'avec les compétences de l'un, on pourrait faire le deuxième. Parce que à un moment tu te dis le 1, il n'y a pas assez de potentiel, ça marche pas, je suis dans un corner. Exactement, on était dans les jeux pour mobile, en fait on travaillait beaucoup avec les opérateurs télécoms, et puis l'arrivée des téléphones intelligents, des smartphones ont fait que les applications se sont développées, et nous on n'a pas forcément bien réussi à devenir éditeur de jeux, donc on était un peu distributeur, et puis là on a fait face à des opérateurs qui se sont dit « Ah, mais je suis qu'un tuyau, alors je vais arrêter tout ce que je suis en train de faire. » Et donc, il a fallu se réinventer puisque notre marché adressable a disparu. Et là, progressivement, on s'est dit ce qui s'est passé finalement dans la musique, ce qui s'est passé dans le jeu, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment à la télévision ou à la vidéo en général. On va passer avec ces micro-abonnements, ces terminaux fragmentés, la possibilité pour chacun finalement de créer sa propre chaîne de télévision ou son propre service de SVOD. Mais cette fois-ci, on va devenir pas que distributeur, on va s'associer avec les éditeurs pour éviter l'intermédiation. Et Alchimie est née de cette évolution, avec surtout à la base la maîtrise des paiements, la maîtrise de la technologie, puisque en fait tout ça, on a un clic sur un bouton, sur un triangle, sur une vidéo, puis ça marche tout seul, mais en réalité derrière, il y a quand même pas mal de back-office. Et puis la réinvention du marketing digital. Et rendre tout ça plus simple pour nous, et revenir à cette fameuse phrase des télécoms, sans couture, comme tu dis, qu'à un moment, je trouve en un clic le contenu que je veux. Exactement. Ça fonctionne tout seul, ce qui est quand même les box, et puis tout ça, c'est extrêmement fragmenté. Parce qu'en fait, en réalité, c'est devenu très difficile, puisque avant, on cliquait sur le 1 de sa télévision. Alors aujourd'hui, les téléconnectés, en plus, changent la donne. Les box d'opérateurs, les box... Good. Le pivot. Les amis, ambiance de rentrée, Stéphane, comment est-ce que vous sentez les choses ? D'abord, ambiance de rentrée. Alors, il y a 3 spectres pour être un peu complet. Vas-y. Le perso, moi, je rentre de vacances, donc j'ai pas envie. On n'est pas censé raconter sa vie, si tu veux. C'est censé être un débat avec un peu de hauteur de vue, entre gars qui partagent des expériences, des bonnes pratiques. Pour être sérieusement, parce que moi, évidemment, je fais ce clin d'œil parce que ma vision va être une vision d'entrepreneur. Non, mais vas-y alors. Non, mais vas-y sur la vision, ça va être les professionnels que j'ai rencontrés depuis que je suis rentré et les particuliers, c'est-à-dire mes clients, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que j'entends et à quoi j'assiste en ce moment, comme table ronde, conférence, etc., et ce qui me remonte de façon très... Alors vas-y. En gros, il y a une inquiétude qui est fondamentale, qui va ne surprendre personne autour de cette table, c'est que, évidemment, le quoi qu'il en coûte s'arrête, donc il va falloir se poser la question
de la note. Donc ça, c'est très concret. Vous l'avez chez les professionnels comme vous l'avez chez nos clients, qui aujourd'hui freinent un peu des deux pieds sur certains investissements en disant on va attendre de voir ce qui va arriver. Deuxième point. C'est quoi hausse d'impôt alors? Crainte des hausses d'impôts. Ouais, hausse d'impôts, on ne sait pas trop. La situation géopolitique se tend un peu. Le projet de loi de finances n'est pas encore sorti. Et il va être, entre guillemets, tu sais, très bancal, parce que les projets de loi de finances de l'année préélectorale est toujours un petit peu bancal. Voilà. Donc la sensation qu'on a, nous, auprès même de nos petits collaborateurs de 25 ans, qui ont des jobs sympas chez Net c'est qu'il va falloir à un moment passer au guichet. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve encore dans cette entre deux eaux. On veut bien rentrer, on est en forme, on est content parce que très clairement, on nous a laissé passer un bon été. Tes gars retournent tous au boulot? Tous. Il y a combien? Netinvestissement.fr, c'est combien de gars? 40 personnes. 40 personnes. Ouais. Ils sont tous, c'est à Bordeaux, hein? C'est à Bordeaux. Ils sont Bordeaux tous et Paris. Ils sont tous retour sur site. Voilà, on leur a laissé la possibilité, s'ils voulaient, d'un jour par semaine de télétravail, mais non, ils sont sur site. Mais ils ont envie de venir. Non, mais... Moyenne d'âge inférieure à 30 ans. Hein. Ouais. Donc rester chez soi, c'est pas faisable. En fait. C'est pas quelque chose dans leur culture. Eux, ils ont envie justement d'être en coworking, etc. Et enfin, en termes d'investissement, l'ensemble des classes d'actifs sont sur une euphorie qui, parfois d'ailleurs, peut être un tout petit peu inquiétante. Hein. Il y a des choses qui commencent à monter autour des matières premières alimentaires, mais ça aussi, on va en parler dans la semaine. Ah, bah c'est une grosse inquiétude. Ouais. Ça ne... Si, en fait, là, en ce moment... ça ne tempère pas l'inquiétude fiscale. Si je peux passer un message sur ce sujet-là, il faut être très, très prudent. Donc, nous, on va demander à nos clients d'être extrêmement prudents dans les semaines qui viennent, parce que, évidemment, l'euphorie, elle est formidable. Sauf qu'il y a un moment donné, on risque peut-être de se faire rattraper par des notions basiques de macroéconomie, puisqu'en fait, grosso modo, on voit qu'aujourd'hui, ce qui porte les marchés, et tant mieux pour nos clients, hein, puisqu'on continue à leur faire investir là-dessus, c'est quand même toute la notion de croissance, les valeurs de croissance, les entreprises de croissance, des entreprises qui parient sur de nouveaux modèles de l'innovation, de la transformation, de la remodélisation de business. Donc là, on est en plein dedans. On a trouvé ça très intéressant, sauf qu'il y a un moment donné, si tout ça est financé par une croissance, on va dire, artificielle, c'est-à-dire elle est bancarisée en fait, c'est pas une vraie croissance réelle. Je ne parle même pas des sociétés fantômes hein, qui sont encore en vie mais qui ne le devraient pas, qu'il y a un moment donné où ça risque quand même de craquer là-dessus. Donc on se méfie beaucoup. Donc on dit à nos clients d'être prudents. Parfait. Jean-Christophe. Moi, je trouve que ça fleure plutôt bon, mais je suis pas tout à fait dans le même univers. C'est ce qui m'intéresse. Moi, je patrouille plutôt dans des vraies entreprises. Pardon, c'est une provocation. Je suis pas dans la finance, donc je suis dans la vie réelle économique. Et je dois dire que mes clients, ils sont plutôt optimistes. Ils sont d'abord gros clients, toi quand même beaucoup, hein, oui, beaucoup, gros corporate, gros corporate, société mondialisée, de taille importante, mondialisée, internationale. Et eux ont plutôt le sentiment que la reprise est là, qu'il y a une forme d'appétence à la fois de leurs clients, de leurs consommateurs. Ils ont d'abord envie de sortir de l'ornière, donc on y va, on mobilise. La transfo, non, le sujet. Oui, pour ces gros-là, c'est la transfo. C'est exactement ça. Le sujet, c'est la transformation, l'adaptation à ce qui a bougé au cours de ces 18-20 derniers mois à cause de la pandémie. Il y a une source d'inquiétude qui est assez centrale, qui monte vraiment en pression, c'est le recrutement. C'est de trouver les bons profils, les bonnes formations, les bonnes compétences. Et ça, c'est un vrai enjeu dans beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs. Le seul secteur que je vois encore, je dirais dans la panade, c'est ce qu'on va appeler tourisme, leisure, transport aérien, qui n'ont pas encore complètement redressé la barre. Mais sur le reste, je sens que l'année, en tout cas l'année scolaire, on va le dire comme ça, l'année scolaire redémarre bien et moi je suis plutôt assez optimiste. Bon, Nicolas ? Nous, avec les équipes, en France et puis à l'international, c'est surtout l'international. Même question, tous de retour au bureau, t'es geek là 2 jours par semaine. Ah. Voilà, on avait pris la décision avant l'été de dire 3 jours au bureau, et puis parce que faire société à un moment donné, il faut quand même se voir. Ouais. Et puis 2 jours en télétravail. En fait, on a une dichotomie entre les jobs qui sont plutôt dans la production. Donc on produit au bureau, on produit chez soi quelque part, c'est un peu la même chose. Donc c'est le cas des geeks. Mais en revanche, pour tous les jobs qui sont plutôt commerciaux, qui vont être tournés vers la créativité, vers le marketing, où on travaille en équipe, c'est l'interaction entre les différentes là, tu as besoin du retour on a besoin. Et ils ont besoin. Et ils sont tous d'accord. Ils ont besoin. Donc en fait,
Je dirais que le problème, c'est un peu l'égalitarisme à la française, où parce que les techs peuvent avoir du télétravail, et ben les mecs du marketing et télétravail, ils y ont droit, alors que s'extirper de la créativité de l'entreprise, c'est de détruire sa valeur personnelle, parce qu'au bout d'un moment, on ne fait pas valoir ses différents concepts, on ne fait pas valoir son relationnel, etc. Donc pour eux, c'est pas porteur. Et en plus, quand ils sont jeunes, où on cherche à gravir les échelons, on cherche à montrer ce dont on est capable, c'est finalement très dévastateur pour eux. Donc nous, on a quand même dans l'ensemble une équipe qui a conscience de ça et qui est revenue avec le sourire. Et les managers d'équipe leur laissent les 2 jours de télétravail. Le sujet salaire, pouvoir d'achat, etc., c'est quelque chose que... Jean-Christophe, c'est un truc... en même temps, dans tes grandes boîtes là, c'est pas vraiment pour eux le sujet. C'est pas vraiment le sujet. Ouais. Mais mécaniquement, s'il y a des tensions sur le marché du travail, les salaires vont commencer à monter et on va avoir des enjeux qui sont des enjeux d'inflation, hein, pour être très clair. Stéphane, comme l'a dit mon voisin, nous on est dans un secteur un peu protégé sur ça. Tous les trois d'ailleurs. En plus. Donc théoriquement, pour eux tout va bien. Et juste, j'avais une question précise. Alors là où tu es en plein dedans, parce que ça aussi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup dans la relation commerciale. Alors, toi, tu es netinvestissement.fr, donc de toute façon, tu avais tout digitalisé, mais tu entends parler autour de toi. La relation commerciale sur l'investissement, elle se faisait beaucoup en one-to-one et en présentiel. Ouais. Les gars vont tout reprendre, ou est-ce qu'il y a une accélération de la digitalisation là-dessus ? Il y a eu, évidemment, sur les 18 derniers mois, c'est évident, on a gagné, je sais pas, peut-être 3 ou 5 ans dans la digitalisation des métiers, c'est-à-dire ce qu'on se disait ensemble il y a peut-être 10 ans et qui aurait dû arriver vers 2025-2026 pour de bon, il est arrivé là. Mais même les grands groupes, alors c'est très compliqué pour les grands groupes, mais évidemment, ça a simplifié les choses, même d'un point de vue réglementaire et juridique. Il y a eu des accélérations, par exemple, signature électronique, tu sais, pour les notaires. Ouais, très intéressant ça. D'avoir une reconnaissance faciale chez le notaire, qui est une double signature électronique d'un acte, c'est des choses qui coûtaient une fortune et qui traînaient. Bon voilà, les notaires ont été vraiment obligés d'y aller, et ceux qui avaient prévu de le faire ont été franchement des gagnants cette période-là, parce que et ça c'est un acquis, ça qui restera, et c'est pas négligeable comme acquis. En revanche, la première chose qui s'est passée à chaque fois qu'il y a eu un déconfinement, et là en fortiori avec une grosse libération des entreprises, que maintenant les entreprises décident de la politique de télétravail depuis là, à partir du 15, évidemment toutes les sociétés de gestion renvoient leurs commerciaux pour nous voir en région, en province. On recommence à organiser des journées, etc., parce que ça fait 1 an et demi qu'on ne se voit plus. Même si ça coûte plus cher, les directions financières, elles ont été ravies finalement d'avoir des bagnoles au garage, d'avoir plus Elles ont tiré un feu d'artifice. Ah mais oui. Et moi je me disais qu'il y a une pression sur les commerçants. Pour les boîtes internationales, ça a été des économies mais monstrueuses. Quand on prend un groupe comme L'Oréal, les économies sur le transport aérien des collaborateurs, ça a dû être phénoménal. Ah, mais là, c'est parce que les transferts sont tellement grands. Enfin, là, évidemment qu'ils ont fait beaucoup d'économies. D'abord, ils ont donc un trésor de guerre à dépenser. Et nous sommes dans un métier, et c'est moi qui le dis. Ouais, et j'aime bien. De relations. Ben oui, moi, je suis un vieux modèle quand même. J'ai créé un modèle très innovant, mais je suis un vieux modèle encore. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer quelqu'un, de le voir dans les yeux et de discuter très sérieusement d'un sujet. On parle d'argent. Donc que ce soit nos clients, nous on a des clients qui commencent à redemander à venir nous voir quand même, ce qu'ils ne faisaient plus ces derniers temps, parce que ça leur allait très bien, puis ils ne voulaient pas sortir, etc. Alors que d'un côté ils ne veulent plus aller à la banque, finalement quand on parle un peu plus longtemps, qu'on reste 2 heures, ils ont envie de revenir. Moi je trouve ça très bien, parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'outil digital qui te permet de ne pas te déplacer pour un truc pas utile, une signature par exemple, qui n'est pas utile, c'est pas la peine de faire un Paris-New York. En revanche, le moment où il y a vraiment un gros dossier ou une convention ou quelque chose qui a besoin d'une émulation, d'une rencontre, de faire société, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Là, on est en plein dedans, tant mieux. Nicolas, pareil, relations commerciales. Ouais, je pense qu'en fait, ça dépend surtout de ce qu'on vend. Quand on vend des petits outils SaaS à 2 000 euros par mois, on peut le faire à distance. Ça se fait avec une interface. Quand on vend, par exemple, avec les télécoms, des contrats. Pour remporter. Je discute avec des gars qui vendent des outils SaaS à 2 000 euros par mois. Ils ont besoin d'aller sur le terrain parfois aussi. Oui. Mais je pense. Enfin, en tout cas, les commerciaux veulent. Les commerciaux, ils aimaient cette vie, en fait. Moi, je pense que ils aiment ça. Et quand on est commercial, on aime ça. Ouais. Donc, de toute façon, d'être enfermé, c'est contre nature. Donc il faut lâcher l'énergie, et c'est ridicule de les garder au bureau. Et puis après il y a des dossiers où pour emporter la conviction, il faut avoir l'interlocuteur à ses côtés, le regarder dans les yeux. Bon, c'est sympa, la visio, on arrive à évoquer pas mal de messages, mais vous savez comme moi que tout ce qui est l'intuitu du personae, le langage des signes, tout ce qui est le non-dit, c'est vital pour tout un paquet de contrats. Donc, même l'acheteur, il en aura besoin. Petite note culturelle, il faut absolument que
vous téléspectateurs, Stéphane, voient ce film qui s'appelle In the Air avec George Clooney, où c'est un garçon qui fait des restructurations et qui annonce des licenciements. Et un jour, son patron lui dit, on était bien avant la pandémie, tu vas le faire désormais par Skype. Et il annonce à des salariés les licenciements. Et c'est extraordinaire à quel point ce film est visionnaire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il a 10 ans. Il est en course pour avoir la carte, carte les miles, de mais Platinum. le record du monde des C'est miles, ça, en fait. Je crois que c'est ça. top Oui, trois, voilà, chez American Airlines. Exactement. Effectivement, c'est peut-être un film du monde d'avant, ça. Voilà, tu mais disais. Les débats qu'on a pu faire à un moment donné lorsqu'on était coincé chez nous par des visios, par des Skype, etc., c'est pas la même chose que de refaire un débat entre nous, parce que là on se regarde, on s'observe, il y a une autre notion comme ça. Quand on a chacun notre temps de parole derrière un écran, ça crée peut-être pas forcément les mêmes réflexes et les idées ne sont peut-être pas les mêmes. Absolument, je trouve. Alors, mais justement, ça tombe bien. Je trouve qu'on a. Alors peut-être que je me gourre, hein, mais donc Challenge a quand même fait une enquête monumentale. 10 000 personnes, Harris Interactive, etc. D'où il ressort. Alors oui, il y a c'est mixed emotions, hein, la façon dont on regarde les choses, mais enfin quand même, bon Dieu, 65% des Français sont satisfaits de leur niveau de vie. 85%, pour moi, c'est le plus important, ont foi dans le progrès. Très franchement, j'aurais jamais cru sortir avec un chiffre pareil. Jamais. Après notre épisode 5G, après les faucheurs d'OGM, après... Enfin, bon. J'en avais un autre. 84% sont fiers de leur travail. Leur emploi, ouais. Et 72% Oui. pensent qu'il est utile à la société. Ouais. Ça, c'est hyper important. Sans faire de Mais la, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? sans faire de la psychologie sociale Vas-y. à deux balles, mais Je t'en prie. je pense qu'il y a d'abord, il y a une chose, il y a une forme sans doute aujourd'hui de soulagement dans commencer à entrevoir la sortie de la pandémie. Et donc, les choses, les perceptions, puisque c'est mon métier que de gérer les perceptions se modifient un peu mécaniquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ça témoigne de ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'optimisme que je sens dans les entreprises en cette rentrée, c'est que les Français partagent une forme d'optimisme. Il y a eu, dans cette mécanique de transformation que la pandémie nous a imposée, des perspectives qui se dessinent et pour lesquelles, finalement, les Français se disent que peut-être il y a des choses à jouer. Il y a des mécaniques aussi de génération. Et puis, moi, je pense... Mais c'est énorme, Jean-Christophe. Enfin, moi, depuis je ne sais pas combien de temps, Stéphane, j'ai la vision d'un pays, on disait, plus pessimiste qu'en Afghanistan. Là, peut-être que ça se discute maintenant. Stéphane... Et surtout des gens qui, dans toutes les transformations, pensaient qu'ils allaient perdre quelque chose. Reprenons ce qui se disait en mars 2020, quand la pandémie est tombée sur le monde. Tout le monde a fait des prédictions absolument abominables. Le monde allait s'effondrer sur lui-même, rappelez-vous, et en particulier dans le domaine de l'économie, où on nous prévoyait des niveaux de chômage absolument ahurissants, on nous prévoyait des catastrophes et des cataclysmes économiques. Rien de tout cela ne s'est produit. Il y a un effet de soulagement. Ouais. Peut-être que si on fait le même sondage dans 6 mois, on reviendra à des niveaux qui seront des niveaux Tu casses plus, ma baraque, là. plus Pour toi, raisonnables. c'est pas structurel, ces Non, chiffres-là. non, je pense que c'est Ah, tout c'est à fait intéressant. conjoncturel et je pense qu'on est effectivement là sur le terrain uniquement des perceptions. Les 6 mois qui viennent vont commencer à donner aux Français, aux professionnels, aux entreprises, etc., le niveau de l'expérience. Et peut-être qu'on va... Mais foi dans le progrès, c'est pas une... Enfin, ça, c'est... Foi dans le progrès, c'est le vaccin. Ne va pas chercher plus loin. mais justement, Ne va pas chercher plus mais loin. enfin, c'est extraordinaire. C'est la démonstration, d'une certaine manière, que la science, la technique, le progrès ont encore un sens pour nos sociétés, alors qu'on les avait enterrés sur, j'allais dire, l'autel du pessimisme que vous évoquiez tout à l'heure, cher Stéphane. Tu faisais la moue, Stéphane. Non, je ne faisais pas la moue. C'est que la démonstration, on ne peut pas la discuter parce que d'abord, c'est une question de perception. Après, moi, je suis un optimiste naïf, tu sais très bien. Donc, de toute façon, moi, je crois depuis très longtemps que l'image du français râleur, du gaulois, etc., elle est extrêmement tronquée. Je pense qu'il n'y a pas un peuple qui, dans la perception de son propre pays, de son activité, de son économie, n'est pas plus fier que la France et les Français. En revanche, comme ils sont extrêmement sensibles sur ces sujets-là, dès qu'on les interroge de la mauvaise façon, ils vont forcément regarder la moitié du verre vide. Et dans l'enquête de Challenge... Ah, il y a du verre vide aussi. Hein. Oui, absolument. Il faut pas... Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on le traduit derrière. Toutes les questions ne sont pas des questions béates, toutes les réponses ne sont pas des questions de « on est tous heureux », etc., etc. 85% des gens qui ont l'air plutôt satisfaits en ce moment, 70% sont contents parce qu'ils ont l'impression d'être fiers, les jeunes sont plutôt ambitieux. Moi, j'ai trouvé des trucs hyper positifs, mais ça m'a pas
surpris. Je pense juste que c'est vachement plus simple sur 10 personnes dans la rue d'en choper un qui va hurler parce qu'il est anti-vaccin, gilet jaune, tatati tatata, ben il y en a 9 autres qui vont passer leur chemin. L'image, quand même, l'image que tu notre vois à travers. travers, j'allais dire, le tube cathodique. Hein, il y a longtemps l'image que tu vois à travers ta fibre et ta box, voilà, c'est quand même celle d'un pays fracturé dans lequel on peut plus rien faire, de gens qui sont à bout, etc. C'est pas l'homme des médias, c'est pas moi qui vais le dire, c'est un reproche. Hein, évidemment, on voit 160 000 je personnes. sais que notre qui défilent en responsabilité est France. très lourde, c'est pour ça que vous êtes là, les amis. Voilà. 160 000 personnes qui défilent en France encore le week-end dernier anti-vaccin. Il y a 49 millions de personnes qui ont leur première dose et 40 qui sont vaccinées. La proportion, elle est plus de 85%. Donc il y a des gens qui jouent le jeu et qui y vont. Quoi. Et surtout, alors maintenant, mais au début, moi, ce que j'adorais, c'est le samedi de manifestation. Donc, t'en avais 200 000 dans la rue et t'en avais 500 000 en train de se faire vacciner le même jour. Non, mais attends, parce que si tu veux du vervite, je te donne la parole, Nicolas. C'est Nicolas. pas des manifestations anti-vaccin, c'est des manifestations surtout anti-pass. Passe sanitaire, pardonne-moi. Ça peut intégrer l'idée que Nicolas, le progrès... je veux pas qu'on parle de ça, mais c'est une posture, ce truc. Je sais pas. C'est une posture de gars qui se dit... Je ne veux pas trop insulter l'avenir quand même, être anti-vaccin c'est un peu chaud, donc je vais dire que je suis juste... Je suis d'accord. C'est une posture pour faire le malin. J'assume être vacciné, être contre le pass sanitaire. Oui, mais tu n'irais pas manifester dans la rue. Non, j'avais autre chose à faire samedi. Mais Ça change tout déjà. Non, mais ça peut s'entendre. C'est intéressant sur le progrès. Je pense que l'idée de progrès, d'ailleurs, dans l'article, c'est plutôt le progrès technologique que le progrès... Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça m'intéresse. Absolument. Qu'on a évoqué. Et c'est vrai que par exemple, la 5G, tu citais la 5G, qu'est-ce que vous pensez des dangers ? Mais avant, est-ce qu'on peut parler des usages ? Est-ce qu'on peut parler de ce que ça va transformer dans la vie des uns et des autres ? Et on parle des avantages. On parle de la voiture autonome, elle va créer des accidents. Oui, mais vous imaginez que vous allez pouvoir faire 120 km/h sur... Non, on peut pas dire... Autant, on peut pas dire que la voiture autonome va créer des accidents. Elle conduira toujours... Non, les débats sont toujours sur le côté négatif du progrès technologique. Ouais. Donc du coup, vous entendez beaucoup parler de ça, et puis forcément, vous dites, je vais me protéger, je sais pas, et vous avez un réflexe anti-progrès. Alors que la réalité, on vendrait les progrès, on en vendrait les usages, on en vendrait On a essayé sur la 5G. Enfin, d'ailleurs, sur la 5G, après, je crois que le truc est plié maintenant. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Non, juste je te redonne la parole, mais sur le verre vide quand même, la question clé, quoi. Comment est-ce que vous ressentez le pays ? Pour 47% des Français, c'est le déclin. Pour 13%, c'est le progrès à venir. Et pour 40%, on ne sait pas trop. Mais tu as quand même 47% des Français qui pensent que notre pays est en déclin. Oui, mais alors après, on en parlait juste avant. C'était François Langlais qui parlait de l'arrosage automatique qui était mis en place. Lui, il y a très très longtemps qu'il pense qu'on est en déclin. Donc voilà, mais au moment où on va quand même retirer les milliards qui ont été mis, parce que là, c'est le rebond, mais quelque part... Ils sont partis, les milliards. Ils ne sont plus là, ça y est, c'est fini. Exactement, mais ça fait quand même... C'est bien qu'on ait de la croissance avec les milliards qui ont été mis. Ça aurait été dommage qu'on ne les ait pas. Et en plus, on est tombé plus bas que les autres. Donc, si en plus, on n'avait pas eu les milliards... Mais au moment où on va enlever les milliards... c'est là que se posent toutes les questions de macroéconomie, à qui appartient la dette et de qui dépend-on. Et donc à partir de ce moment-là, on part sur des débats qui sont différents, mais ils sont quand même là. Mais tu penses que le 47% du déclin, c'est à cause de ces 450 milliards, un peu ce que disait Stéphane ? Tout ça, c'est un peu lié. C'est-à-dire que ça donne une perception d'une France qui est moins flamboyante, qui est moins... D'ailleurs, c'est souvent repris d'un point de vue politique autour de souveraineté, d'essayer de quand même de se réaccaparer sa souveraineté politique, sa souveraineté même monétaire, etc., pour essayer d'être entre nous, pour essayer de mieux maîtriser le truc. Donc la réponse, elle est plutôt comme ça. Mais on a quand même des symptômes on est plus fragile qu'avant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plein d'hyper-tendances qu'on apprenait à l'école. À un moment donné, les Chinois sont là, donc ils changent complètement la balance, que le monde va voyager, ça y est, il voyage, il est partout, et on n'est plus des petits territoires, c'est une réalité. Enfin, toutes ces macroéconomies, ces macro-tendances dont on parlait il y a 20 ans, maintenant c'est une réalité. Et je pense que ça aussi, ça chamboule significativement notre perception du monde, notre perception comme l'écologie. L'écologie, maintenant, il y a 20 ans, vous parlez de réchauffement climatique, maintenant, c'est bien une réalité. Vous voyez bien avec la mer, les glaciers. Enfin, ça change. Bon, un mot là-dessus, Stéphane ? Deux mots, si tu permets. Sur le déclin, moi, j'ai été très intéressé par la partie. Souvent, ressort l'école.
le déclin de l'école, de la formation et du niveau. Et moi, je pense que je me souviens pas avoir vu une proportion spécifique dans les 47%, mais je suis quasi sûr de ça. Il faudra regarder, mais effectivement. Moi, je suis fils d'instituteur, de prof, etc. Donc évidemment, c'est un sujet que je connais très bien. S'il y a un déclin fondamental, il est là. Il est dans la formation et donc dans la puissance de la France de demain. Je suis pas sûr que ce soit à cause de la dette, parce que les gens ne comprennent plus rien à ces dettes européennes. Tu nous as dit le contraire il y a un instant. Tu nous dis que fiscalité bien concrète quand ça va arriver, sur ta feuille en droite. Oui, mais c'est à cause de la dette qu'ils ont peur du coup de massue fiscale. Ce en quoi ils se gourrent totalement d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est bien ce que je suis en train de te dire. Je le dis depuis 1 an et demi. Moi, je suis assez d'accord. Moi, je suis un optimiste, et je vous le redis. Donc, qui s'inquiète et qui se pose la question du plan du projet de loi de finances, etc. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec eux. Juste, Stéphane, un tout petit mot sur la réaction. Et là, c'est totalement impartial, ce que je dis. La réaction du président de la République à cette étude de challenge qui s'est fendue d'un texte, j'invite beaucoup de gens à lire ce texte, parce que c'est très littéraire, parce que évidemment, Emmanuel Macron c'est du Macron. Littéraire. Oui. Moi, j'en ai lu 2 paragraphes, j'ai arrêté. Oui, mais moi, j'ai lu jusqu'au bout. Et comme moi, pour les allocutions à la télévision, au bout de 3 minutes. Tu as lu jusqu'au bout ? Oui, j'ai lu jusqu'au bout. Attends, si, parce que j'ai trouvé intéressant, en fait, comment dire, on a des statistiques, la moitié est quand même plutôt positive, l'autre moitié reste quand même... Bon, là, tu avais un discours de lendemain de Coupe du Monde où tout va bien, etc. Donc en fait, ça rejoint ce que tu dis. Non, mais alors il y a plutôt une ambiance de perception. On a envie que ce soit positif. Et moi, comme je suis un optimiste, j'ai trouvé que le texte était sympa parce qu'il mettait de l'optimisme. Attends, alors cours, il y a, c'est une interview qui a maintenant une dizaine de jours, de Clément Beaune, qui à mon avis est une des têtes pensantes de la campagne Macron. Très proche du président. Très proche dans le Monde, parce qu'il parlait de tout sauf des affaires européennes. Donc, voilà. Et donc c'est en gros, la campagne, c'est le camp de la raison face à ceux qui font du supposé déclin de la France un fonds de commerce. La lucidité. C'est un bon argument, ça, Jean-Christophe ? Non, c'est un très mauvais argument. C'est vrai. Oui. Vas-y. Je pense que le camp de ceux qui font du déclin de la France l'alpha et l'oméga de la situation actuelle, ce camp n'existe pas. Il se fabrique un ennemi qui est un ennemi qui n'existe pas. Du côté de Zemmour et tout ça, quand même. Ouais, je suis pas certain que le discours soit un discours de déclin. C'est plutôt un discours de souverainisme, c'est plutôt un discours de rébellion, d'autorité, etc. Les ligues fascistes dans les années 30 en France, elles ne parlaient pas du déclin de la France. Elles ne parlaient pas du tout de ça. On est à peu près sur les mêmes thématiques, on est à peu près dans le même fonds de commerce. Donc, les forces du déclin n'existent pas. À mon sens, c'est une erreur de communication politique majeure. Ils confondent déclin et conservatisme. Absolument. En fait. Et c'est une erreur de communication majeure que le président et son camp sont en train de faire pour la présidentielle, que de penser qu'ils ont à affronter des déclinologues. Le problème étant que, finalement, dans l'argumentation, ils loupent totalement leur cible. Et ils ne parlent pas à cet électorat. L'électorat qui vote Zemmour, Marine Le Pen, j'en passais des meilleurs, Dupont-Aignan et consorts, ne vote pas en pensant que la France est en déclin. Ils ont une demande d'autorité, ils ont une demande de conservatisme, ils ont une demande de fossilisation à un moment donné d'un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas dans une lutte contre le déclin. Je zappe sur les tendances xénophobes, racistes, etc. Non, mais très intéressant. Les gars, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. On repart, les amis. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose après la brillante démonstration de Jean-Christophe ? C'était dans l'idée de Jean-Christophe, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette segmentation actuelle des gentils et des méchants. Donc, vous êtes les gentils, vous êtes dans le camp de la raison, et puis si vous n'êtes pas dans ce camp-là, vous faites partie des méchants. T'as raison. Petite posture pour un peu fermer le débat, pour verrouiller le débat, pour disqualifier l'adversaire. Alors, pour un deuxième tour, l'affaire est pliée, et très bien, on gagne les élections. Mais je pense que la société, c'est pas qu'une histoire d'élection, c'est aussi à un moment donné de co-construire le futur ensemble, de débattre ensemble. Et je trouve que là, pour le coup, pour utiliser le terme qui est assez à la mode, inclusif, c'est pas très inclusif. Mais tu as parfaitement raison. C'est-à-dire, en plus, quand tu dis camp de la raison, mais l'autre est déraisonnable. Mais oui, voilà, donc on ne peut plus débattre. On ne peut pas débattre. Donc vous êtes, et là tout de suite on met les mots extrême droite, fasciste, etc. Non, je ne suis pas certain que soit fasciste celui qui habite à 20 km de Guéret et qui a besoin de sa voiture, qui a une vision de son monde où il n'y a plus de poste et tout ça. Il a juste besoin d'être entendu. C'est pas une question d'être déraisonnable. Donc à un moment donné, on peut pas débattre, on ne peut pas construire. Et puis là-dessus, vous mettez des réseaux sociaux qui se deviennent un peu extrêmes. Et puis à ce moment-là,
on a l'explosion et puis ça se termine en manif, etc. Mais c'est un peu basique comme façon de segmenter et je suis pas sûr que on y gagne tous collectivement, quoi. Ouais. Brillant. Un mot, parce Non, qu'il faut qu'on... C'est juste pour dire que là, pour le coup, je ne partage pas cet avis-là. Ça alors Pour avoir fait un petit peu de politique, autant vous dire que lorsque vous avez ce genre de camp, des deux côtés, je ne choisis pas, techniquement, à partir du moment où vous les prenez dans les phares sur des choses très concrètes, l'Europe, l'impact de sortir la France de l'Europe du jour au lendemain, les dévaluations monétaires, des vrais sujets sur lesquels ils sont totalement à côté de la plaque, d'un côté comme de l'autre, vous prenez dans les dents, c'est votre faute, le déclin. Donc je partage pas votre avis. Ouais, J'ai pas compris, Stéphane. Non, En gros, si tu, Il y a fond et forme. en fait, en Il y a gros, fond si et tu- forme. Attends, Zemmour étant un vas-y. cas très particulier parce qu'il faut s'en méfier, puisque lui, pour le coup, c'est une posture, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, à beaucoup plus de recul. Mais si tu débats avec une extrême gauche ou une extrême droite locale, comme ça a été Ouais. mon cas à une époque quand j'étais plus jeune, Ouais. à partir du moment où tu essaies justement d'accepter la démocratie, même si je ne le partage pas, mais que tu leur donnes justement une tribune, Vas-y. exactement ce qu'on est en train de se dire, ne pas les enfermer dans un camp, ne pas les ostraciser, leur donner la parole pour montrer finalement quel est le réel niveau de leurs compétences et de ce qu'ils feraient si. Et ben, dès qu'ils sont pris dans les phares et qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, qu'ils n'arrivent pas à développer un raisonnement, parce que je vous le cache pas, dans 50% des cas, ils ne sont pas bons sur ces sujets-là. Et ben, c'est eux qui ramènent Mais la il faut notion. être Mais entendu. c'est ce qui s'est Faut être passé sur le entendu. retrait de l'euro. Non, mais c'est ce qui s'est passé sur le retrait de l'euro. Le Front National, à un moment, s'est trouvé dans un corner Dans un corner et a complet. abandonné l'idée de sortir de l'euro. Complet. Donc, Et ben donc c'est bien la Donc en fait, c'est bien la- la preuve qu'il faut, Mais qu'il non. faut se confronter à eux et ne pas arriver comme le camp de la raison. Ça veut dire tout ce que tu vas dire de toute façon est disqualifié. Si Oui. tu dis je suis le camp de la raison, c'est-à-dire que tu penses que ton adversaire est forcément... Est-ce que cette époque-là a fait une transition entre père et fille? Ça a changé le niveau du Front National? Non. Donc en fait, c'est juste qu'il faut arrêter. Bon, c'est un point de vue, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a des grands de gens. l'enjeu, c'est l'enjeu, raison, Ce n'est pas intéressant. décliniste. Il n'y a pas de notion de décliniste de raison ou pas. Il y a une notion, et c'est pour ça que j'ai trouvé que le président, et c'est pas forcément, je vous dis, c'est impartial ce que je dis. Il utilise un mot qui n'est pas de rationalité, parce que ça peut être un peu, ça peut être un petit peu. C'est un peu sale, ça. Ouais, non, c'est lucidité qu'il utilise. C'est-à-dire qu'il faut être lucide. Ça ne veut pas dire qu'il y en a des biens et des méchants. Oui, des il dit un intelligents et des pas peuple intelligents. lucide, mais C'est quand même dans je un monde où citais on est lucide, quoi. son porte-parole Clément Beaune qui disait vraiment le camp de la raison, puis ça a été... Non, mais ça, je T'étais partage toi, moi. non T'étais un Je te voyais bien UDF. Non, moi, j'étais plutôt bordelais. Tu vois, moi, j'ai toujours été bordelais. Je suis bordelais. Donc, Et donc j'aimais bien forcément- mon maire de Bordeaux. Girondin. Et Mon maire de Bordeaux. Girondin. Voilà, Girondin. j'étais Girondin, Orléaniste, quoi. ouais. Voilà, tu vois, le maire de la centralisation. On a fait le tour, on passe à Apple. Alors, ça m'intéresse. Vraiment, votre sentiment. Donc, on a vraiment deux... D'un côté, donc on a le gars, ils ont créé un centre commercial exceptionnel, voilà, on va dire ça comme ça. Centre commercial exceptionnel, grande sécurité, énorme innovation, et bah oui, ça a un prix, voilà. Et puis d'un autre côté, d'autres qui disent non, vous êtes dans une situation de monopole inqualifiable, vous signez des contrats léonins avec des petites boîtes qui sans vous n'ont aucune chance d'exister, et donc il faut casser ça. Nicolas, pour le coup, si tu avais continué du jeu vidéo, tu aurais été au cœur du truc, puisque... Alors, faut redonner quand même, il y a un sacré... une loi en Corée du Sud, donc qui vient d'être passée en première lecture pour casser le fonctionnement de l'App Store. Il y a une enquête en Inde, au Japon. Il y a aux États-Unis donc le procès Epic Games. On est dans les jeux vidéo dont le jugement est incessant là, qui doit arriver dans les prochains jours. Et il y a une plainte pour abus de position dominante en Europe lancée par Spotify. Bah alors, en fait, personne ne nie le rôle du magasin. Ça, il est acquis, il est en place. Le vrai sujet, c'est l'obligation de mettre le paiement du magasin dans son application et le taux de commission qui va avec. Exactement. Alors, le taux de C'est le taux de commission, le sujet. Voilà. En réalité, oui. Puisque S'il n'y avait pas une telle commission, il n'y aurait pas un sujet avec l'obligation. Donc, en fait, au tout début, c'est parti sur 30%. Ce serait toujours intéressant de savoir d'où est venu le 30%, parce que c'était un peu la norme chez les opérateurs. Et dans les 30%, il y a le coût du paiement, il y a le support technique, de pouvoir avoir une app de qualité, etc. Et puis, ce qui était vraiment mis beaucoup en avant, c'était le marketing. Je vous donne accès à une base de consommateurs, on va vous pousser et vous allez tout de suite avoir des quantités de clients. Alors, pour des applications qui ont démarré très vite, genre les applications de Gameloft à l'époque, c'était du jeu vidéo. Jeux vidéo, on récupérait beaucoup de clients et donc payer 30% pour avoir tout de suite du jour au lendemain une base, ça valait le coup. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des millions d'applications, donc il reste le paiement. Ça y est toujours, mais à la limite, vous utilisez la carte bancaire, c'est 1 point, 2 points, enfin, c'est pas 30 points. C'est le support technique, effectivement. Quand vous téléchargez une app, elle fonctionne, donc il y a quand même du suivi, il y a de la validation. Mais bon, ça c'est peut-être 2, 3, 4 points et pas beaucoup plus. Mais sauf que vous êtes perdu dans une immensité d'apps
Donc, il faut que vous fassiez votre propre marketing pour émerger. Ouais. Et quand vous vous appelez Spotify, vous vous appelez Epic, et vous mettez des millions et des milliards de bannières, etc., pour pouvoir émerger, et que vous y arrivez, et que vous continuez à payer la dîme à Apple pour finalement un service qui n'est pas vraiment rendu, c'est là où le système bug complètement. Et donc, en fait, on sera passé d'un système en réalité très privé, qui est un système de commerce inventé par Google et Apple, en réalité aujourd'hui, pratiquement à une espèce de service public, puisque vous allez... Mais oui, mais là où je ne comprends pas, Nicolas, Spotify, prenons Spotify par exemple. Spotify, il n'y a plus sa notoriété à faire. Donc, sors de l'App Store. Alors, oui, mais sauf qu'en fait, on parlait de zéro couture tout à l'heure. Quand je télécharge mon app, je suis sur mon app, là où je vais consommer en réalité ma musique, puisque c'est sur mon téléphone que je participe pas, et qu'il faut que j'aille sur mon PC pour payer avec ma carte bancaire, alors que je pourrais le faire directement depuis mon app, et en cliquant sur un bouton, en réalité, une grande partie des consommateurs, c'est ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ça coûte à Apple, ça coûte à Spotify de faire de la pub sur l'Internet mobile, de ramener son trafic, et puis en plus de payer une commission tous les mois, puisque c'est de l'abonnement, même s'ils ont changé, maintenant quand vous avez des abonnés long terme, ils ont changé le pourcentage, mais en fait ça continue à coûter très cher. Et puis même quand vous êtes une app assez puissante, et ça c'est une histoire de communication, vous ne pouvez pas discuter avec Apple, vous discutez avec une interface. Mais oui, mais... Oh, pas Spotify. Spotify ses milliards peut se permettre. Mais quand vous êtes plus petit, je vous promets. Quand vous êtes plus petit, ouais, c'est ça. Il n'y a plus personne. Non. Il n'y a plus personne. Non. Stéphane. Je suis très partagé sur. Moi aussi. Dès qu'on touche de toute façon au GAFA dans tous les sujets, sur tous les sujets, je suis hyper. Ouais, mais restons là parce que. Alors Apple, je suis partagé sur Apple. D'abord parce que je suis un gros consommateur d'Apple, donc je suis tombé dans la secte très vite et je me suis laissé enfermer dans le système Apple où en fait. Je résume ça. Mais tu t'es laissé enfermer, c'est-à-dire, Stéphane, parce que tout était mieux. Point. Enfin, t'as considéré, moi non, par exemple, mais t'as considéré que tout était mieux. Non, tout n'était pas mieux. Il y a un moment donné où après les galaxies, toute la galaxie des galaxies de Samsung est devenue au même niveau que les iPhones. Alors, on est d'accord, peut-être il y a 15 ans. Eh ben, sors. Non, justement, je te dis, c'est de mon plein gré. Mais je suis tombé dans la secte et j'ai pris cette conscience pas très loin d'ici sur les Champs-Élysées quand je suis allé m'acheter pour la première fois les AirPods sans fil et qui sont donc les seuls qui marchent avec le téléphone et j'ai vu le prix et je me suis dit ah là, chapeau. Voilà. Donc je suis embêté, pourquoi ? Parce que le libéral que je suis est tout de suite frustré dès que j'entends dire qu'il va falloir réguler, imposer. Apple était là, ils ont tout inventé, tant mieux pour eux, mais il y en a qu'un autre qui doit arriver et qui doit à un moment donné le bouger. Le problème, c'est est-ce que ça n'est pas trop tard. Donc le libéral, Stéphane, tu le sais, on se connaît assez. Le libéral, il doit dire à un moment, s'il y a une situation de monopole de fait, on n'est pas dans les infrastructures. Donc n'importe qui. C'est qu'il y a du fric à faire. Donc s'il y a, oui, mais si personne ne débarque, si personne ne débarque pour créer l'équivalent, c'est que c'est sans doute excellent. Mais pour autant, ce système Apple, qui est quand même quasiment le seul à avoir réussi ça dans un monde où on était en open source, surtout sur les 20 dernières années, tout est en architecture ouverte. Et c'était le seul à être resté fidèle à l'idée de Steve Jobs que les produits Apple devaient être avec les interfaces Apple dans un monde Apple merveilleux Apple. Moi, j'ai une admiration sans fin pour cette entreprise. Mais c'est vrai que... tu trouves que les explications de Nicolas sont intéressantes. Non, parce qu'on est tous conscients que quand vous êtes un gros, vous pourrez discuter avec Apple, et quand vous n'êtes pas un gros, ça commence à ressembler un peu à la mainmise que la grande distribution a eu à un moment donné sur les petits producteurs. Il a fallu s'en mêler. C'est intéressant. La grande distrib, c'est quand même très bien. Tu discutes avec, j'espère qu'il viendra nous voir d'ailleurs régulièrement, Augustin Paluel-Marmont. Tu lances une marque agroalimentaire aujourd'hui. Mais pour peu que ta marque elle soit vraiment super bonne et vraiment différenciante, la grande distribution va te donner un levier extraordinaire. Non, mais jamais tu ne pourrais avoir. Ça vaut des marges. Je finis juste mon propos parce que nous avions eu il n'y a pas très longtemps ce débat là-dessus avec le fameux film Wall Street avec notre ami Michael Douglas. Greed is not good. Gagner de l'argent, développer, croître, c'est tout ce que j'aime dans la vie depuis que je suis tout petit. Je suis un libéral. La vraie question, Nicolas, c'est les 30%. Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est pas juste trop? Vas-y, Nicolas. Il y a quand même après une autre question qui arrive, puisque en l'occurrence, quand on est Apple et qu'on est Spotify, on lance Apple Music. Donc on a deux services. Évidemment. Et quand vous savez que les négociations avec les majors qui sont très dures,
se terminent avec des préfixes, en réalité, vous avez un acteur qui perd un nombre de points. Alors, c'est plus 30 points, c'est moins. Et Apple qui encaisse. Quand vous vous lancez dans la vidéo et que vous allez refaire des négociations avec d'autres majors et que vous allez avoir TV+ d'Apple, vous avez des distorsions de concurrence. Donc là, on revient dans la grande distribution avec ces marques de distributeurs qui viennent mettre un tout petit peu les règles. Moi, j'adore ce débat entre libéraux qui découvrent des évidences du marché. Voilà. Vas-y, Jean-Christophe. Vas-y. Effectivement, ce qui se passe sur Apple et sur les Apple Store, c'est effectivement ce qui s'est passé dans la grande distribution, où à un moment donné, les grandes boîtes agroalimentaires ont été obligées de fabriquer des produits parfois même de meilleure qualité que leur propre marque pour la grande distribution. De la même manière, vous découvrez quoi? Mais pas obligé, ils sont ravis de faire ça. Hein. Stéphane, Eux aussi marchent beaucoup plus. Je vais jusqu'au bout. Non, attends, découvrez le Jean-Christophe, génie juste un mot, savoir que les industriels sur les produits distributeurs margent eux aussi beaucoup plus parce que tout le marketing est réalisé par Très les bien. distributeurs. Parfait. Donc ils sont ravis de faire ça. C'est une question de négociation. Je n'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas ravis de faire ça. Deuxième point, vous découvrez le génie marketing de Apple. Vous découvrez la puissance d'une marque, cette valeur ajoutée immatérielle, intangible, qui fait que tu es prêt à payer un tout petit peu plus cher pour un produit qui techniquement, ok, il y a 2-3 astuces, qui techniquement n'est pas supérieur à un autre. C'est exactement la même valeur que tu ajoutes pour avoir un sac Hermès versus un sac d'artisan dans bon cordonnier qui va te faire avec les mêmes pots à peu près la même chose. Moi, ce que je trouve de passionnant dans ce sujet, cette thématique, c'est à quel point l'intermédiation est devenue la plaque centrale aujourd'hui de l'économie mondiale. La case que tu vas occuper entre le produit et le consommateur, c'est la case où va se créer la valeur à partir du moment où tu la loques. On le sait avec l'hôtellerie qui s'est retrouvée à genoux, littéralement à genoux, parce qu'elle était contrainte de passer de plus en plus par les bookings, les hotels.com, les marketplaces, etc., etc. La marketplace est aujourd'hui la case stratégique sur laquelle il faut être. C'est là où notre ami Tim Cook a parfaitement pigé en allant sur cette case-là et en y occupant. Et il lâchera petit à petit, au fur et à mesure des réglementations, comme ça s'est passé sur tous les marchés qui petit à petit se sont retrouvés régulés par la puissance publique, parce qu'effectivement, et c'est là où je vous rejoins complètement, au bout d'un moment, ça crée de telles distorsions de concurrence que la main publique intervient et dit non, ça c'est plus possible. Oui, puis il va lâcher. C'est parti. C'est-à-dire que maintenant. Ah oui, ça pourrait être parti, c'est parti. Il faut quand même un tout petit peu de contre-pouvoir. Donc c'est parti avec Spotify, c'est parti avec Epic, c'est parti avec la presse aussi. Les grands journaux commencent à toucher un peu plus d'Apple. Et ils vont lâcher progressivement pour pouvoir. C'est un jeu d'équilibre. Absolument. Mais en réalité, ils ont toujours la main. Quoi. Mais alors, l'argument de la sécurité, Nicolas, c'est-à-dire, Apple dit. On en parlait la semaine dernière, et c'est vrai qu'il y a un élément fondateur. Le jour où, et je crois que c'était Tim Cook, Steve Jobs était déjà mort, ils ont refusé l'ouverture de l'iPhone d'un terroriste au service antiterroriste américain. Et donc, cette question de sécurité, cette question de l'app sur l'App Store, vous en êtes sûr? Elle est vérifiée, multivérifiée, elle fonctionne et elle est excellente. Vos données, elles restent chez nous, elles n'iront pas ailleurs, etc., etc. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez valoriser, ou en tout cas qui rassure le client et qui fait qu'il va davantage utiliser vos services? Ça justifie les quelques points en plus du système de paiement. C'est-à-dire qu'en fait, mais ça ne monte pas à 30. Non, pour moi, c'est 4-5 points. C'est quand vous développez une app, vous avez un cahier des charges extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Ensuite, vous soumettez l'app à Apple, qui va, avec ses équipes, la tester en long, en large, en travers. Vous la validez ou vous envoyez une liste de points rouges que vous devez redévelopper et resoumettre l'app. Donc, vous avez tout un processus extrêmement ordonné pour faire en sorte que quand vous téléchargez une app sur l'Apple Store, ça marche. Vous n'avez pas de téléchargement tout foireux, d'app qui ne fonctionnent pas, ou vous embarquez des virus, ou vous allez embarquer des pubs qui n'ont ni lieu d'exister. Voilà. Donc Apple vous garantit tout ça. Et c'est vrai que ça plaît au monde de la communauté d'Apple, parce qu'en tant que consommateur, vous avez le sentiment que vos données sont protégées, vous avez le sentiment de ne pas avoir de virus qui vont arriver, c'est une réalité sur votre téléphone portable, donc vous êtes prêt à payer un petit peu quelque chose pour avoir cet environnement. On peut discuter dans le Google Play, parce que ce n'est pas exactement le même écosystème, pourtant c'est les mêmes prix.
Ah, c'est 30% aussi, Google oui, Play c'est la même, c'est copie conforme, quoi. Donc, on a là pas du tout le même suivi. On s'adresse à tous les terminaux Android. Alors, dedans, il y en a qui sont mieux disant, puis vous terminez parfois avec des Chinois. Voilà. Regarde. Et tous les problèmes de phishing, les problèmes de... ça arrive dans le monde Android. Exactement. Voilà. Mais un truc tout con comme, à partir du moment où tu passes... Alors oui, j'entends ton argument qui est très bon, ça vaut pas 30%, mais à partir du moment où tu passes par soit Apple, soit Google d'ailleurs, tu peux interrompre le paiement en un clic. Ouais. Enfin, quand tu as laissé tes coordonnées de carte bancaire à un peu gars... plus compliqué qu'un clic quand même. Ah non, c'est un clic. Ouais, alors ils l'ont Paramètres, hop, c'est un clic. Mais ça fait partie du rapport de puissance, c'est-à-dire qu'au tout début, c'était 5 clics, il fallait vraiment le trouver. Ils se sont retrouvés imposés, il y a eu des plaintes de consommateurs, notamment aux États-Unis, au début un peu class action, et ils l'ont ramené directement dans votre partie générale. Là, c'est ça, paramètres, achat avec l'application. Et là, tu appuies sur le bouton. Mais non, mais une petite app. Mais non, mais c'est une petite app que tu veux tester sur des trucs. Enfin, j'en sais rien, moi. T'aimes jouer aux échecs, par exemple. Il y a énormément d'innovation de ce côté-là. Tu vas laisser ton numéro de carte bancaire au gars. Tu sais pas s'il va arrêter les prélèvements quand tu lui auras envoyé. Voilà. Avec Apple et avec Google, tu es sûr que les prélèvements vont s'arrêter. C'est exactement ça. Pour le consommateur, c'est un vrai plus. Mais ça vaut pas 30%. Mais quand vous êtes une app connue, ça ne gênera personne de laisser sa carte bancaire à Spotify. Ouais. Peut-être dans les applications d'Alchimix, d'Army Stories ou Cultivons-nous, c'est moins connu. Et là, vous aurez peut-être une forme de sécurité. Mais à ce moment-là, il faut avoir du trafic. Il faut quand même avoir un minimum d'exposition. C'est ça, il faut qu'en échange, ils te donnent, ils continuent à te donner... Et quand les têtes de gondole sont offertes, elles sont offertes à des prix absolument défiant toute concurrence. Donc en réalité, on ne peut pas se les payer. Et donc à ce moment-là, c'est le poisson qui se mord la queue, quoi. C'est intéressant. Bon, et on prolongera ce débat demain. Demain, on aura 3 profs d'éco quasiment. Donc, on va aller justement sur la théorie économique parce que je suis désolé. OK, on est peut-être les ravis de la crèche, là, nous les libéraux. Mais enfin, c'est pas, à la limite, le seul monopole que tu puisses constituer, c'est le monopole par infrastructure. Effectivement, tu ne vas pas construire un deuxième réseau télécom. Donc, il y a effectivement obligation de l'ouvrir, surtout quand il a été payé par la puissance publique. La caisse qui empêche des gars un peu puissants, et Dieu sait qu'il y en a dans l'ensemble de ces contenus, de créer leur magasin d'applications. Le génie de Steve Jobs, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, et ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est de participer à ce monopole d'Apple de manière tout à fait volontaire. Pour en être. La servitude volontaire. C'est de la servitude volontaire. Et c'est là le génie du marketing d'Apple. Il a mis du temps. Et c'est là où, par exemple, Samsung, qui vend plus de terminaux, n'a pas réussi à monter un store. C'était trop tard. C'est Google. Non, mais c'est toujours. Voilà, mais ils sont passés par Android et ils ont fait la promotion d'Android. Quand tu connais l'histoire de Steve Jobs s'est fait virer la première fois parce que son idée depuis le départ, c'était ça. C'était parce qu'il va créer une communauté. Petite histoire, les amis, quand même, parce que c'est intéressant. Je crois que je vais le citer, oui, parce que maintenant il y a prescription. Quand Trump interdit l'utilisation de Chrome, de Google à Huawei. Il se trouve qu'à l'époque, le patron de Bouygues Télécom, je discute avec lui, et il me dit, il vient de leur servir sur le plateau la possibilité de créer leur iOS, de créer leur environnement, bref, d'être un nouvel Apple, alors que sinon, ils n'auraient jamais eu la force de le faire. Force est de constater qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Voilà, et que Huawei n'y arrive pas. Et que cette couche marketing, c'est ce qui constitue l'avantage compétitif de ces boîtes américaines. Et bon, nous, ça nous fait hurler pour le prix qu'ils nous le facturent, mais c'est une réalité. Oui, et de chaîner en quelque sorte les offres d'un premier computer jusqu'au téléphone, évidemment, jusqu'à un certain nombre d'autres terminaux, et aujourd'hui avec les services. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le tunnel d'une certaine manière, tu n'en sors plus. Puisque tu vas... Mais parce que tu y es bien. Voilà, c'est ça. C'est bien éclairé, il y a l'air conditionné. Ce qui est très surprenant, et pour la petite histoire, oui, mais vite, parce qu'il y a un dernier sujet à voir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, là, j'avoue qu'on a sur les GAFAM, on va dire, des très très grandes entreprises avec des monopoles très puissants. Bon. Mais on a toujours eu ça dans l'histoire économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été le train avec Carnegie. Après, on a eu, oui, mais là, c'est sur du monopole d'infrastructure. Le train, le pétrole, c'est pas pareil. Ouais, mais enfin, aux États-Unis, c'était quand même encore à cette
cette époque-là très privé. On n'était pas dans un État surpuissant qui dynamisait tout. Évidemment, il y avait quelque part des subventions derrière. Mais alors, on peut y aller très loin. Là, aujourd'hui, la subvention du téléphone de monsieur, madame, tout le monde, elle passe par le keynésianisme français qui file des allocations à tout le monde pour que tu puisses acheter un téléphone. Bon, Ce qui n'était pas le cas de notre génération. Steph, Juste pour dire, ce sont des mutations. Et en fait, moi, ça m'embête à un moment donné qu'on vienne dire à Apple, arrête d'être bon. Parce que c'était juste là-dessus que je voulais C'est un finir. peu ça, Arrête le d'être sujet. trop bon, pardon. Alors, Arrête d'être trop bon. mutation juste pour terminer, là il nous reste quelques minutes. Je t'attendais justement pour parler de Deutsche Bank. Donc, coup de semonce de la Commission des opérations de bourse aux États-Unis, donc ça a une dizaine de jours, hein, qui enquête sur la sincérité des déclarations de la filiale gestion d'actifs de la Deutsche Bank. C'est 800 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est le deuxième européen coté derrière Amundi. Ils affirment que plus de la moitié de leurs encours intègrent des critères ESG. Et la SEC dit c'est pas vrai. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'ils tapent du poing sur la table, ils choisissent un Européen quand même pour le faire, histoire d'un. Mais c'est un coup de semonce important pour toi. C'est la première fois là, hein, quand même. C'est justifier votre déclaratif sur l'ESG. On a déjà lu beaucoup de choses sur ça. Tous les organismes de régulation, y compris français, européens, etc., sont en train de prendre le sujet vraiment à bras le corps parce que c'est devenu un tel thème et un tel consensus, l'ISR et l'ESG, ces 3-4 dernières années. Oui, mais tes clients, ils veulent être... Est-ce qu'ils sont dans l'idée, j'achète ce qui se présente, je m'en fous, ou est-ce qu'ils sont dans l'idée, j'ai envie vraiment de savoir ce qu'il y a maintenant derrière ces 3 lettres? Ils ont envie de donner du sens à leurs investissements. Ouais. Voilà. Donc en fait, s'ils rentrent vraiment dans la bécane et s'ils soulèvent le capot des critères ESG, c'est-à-dire les vrais critères ESG, qui sont quand même des critères qui existent depuis plus de 100 ans. Oui, À l'époque, c'était l'armement, la prostitution et le tabac. Aux États-Unis, c'était réservé quand même. Bon. Et, évidemment, ils veulent donner du sens. Donc c'est très très simple indirectement d'aller sélectionner dans les entreprises aujourd'hui, les entreprises qui donc marketingement, en particulier en France, qui ont beaucoup travaillé sur le sens qu'on donne statutairement à son entreprise, c'est facile d'être classifié dans des critères ESG, sans un label ISR précis et fixe. Et c'est là-dessus en fait que la filiale de Deutsche Bank se fait un peu surveiller de très très près. Parce que grosso modo, ils n'ont pas arrêté d'élargir au maximum et donc de faire des exceptions à l'exception de l'exception. Voilà. Et donc de créer un pourcentage, je dis une bêtise parce que je ne connais pas de dossier particulier sur l'infrastructure allemande des entreprises, mais ce n'est pas 100% qu'il faut être pour avoir le critère. Bon, c'est 80%. Mais si dans les 20% qui sont un peu entre les deux, il y a quand même 70% qui est bon, mais qui a encore 2-3 trucs à faire, il part du principe que ça va muter. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est là-dessus qu'il faut enquêter. C'est tes clients, moi, on n'a pas on n'a pas même les moyens intellectuels, comme tu dis, de soulever le capot, d'aller tout regarder et de voir si en pratique les investissements correspondent à ce qui est annoncé. Si les gendarmes boursiers s'y mettent de manière sérieuse, ça va secouer un petit peu quand même. Aussi bien qu'avec les subprimes et Madoff, on est tranquille. Stéphane, ça demanderait un travail de dingue. Est-ce que tu connais la travail? D'accord, donc c'est Pierre et Leloup, quoi. Un fonds gestion qui fait de la transition climatique, on en connaît un très bien, qui a lancé un fonds sur la transition climatique chez Mandarine. Le mec va voir les entreprises, il les vérifie évidemment comme d'habitude sur tout ce qui touche au background financier, évidemment les dirigeants, très important. Et ensuite, là comme il est très ISR et qu'on est sur une transition climatique, on est dans une des branches de l'ESG. Simple. Voilà, bon. Mais s'il veut le critère ISR, il faut quand même qu'il vérifie que même si l'entreprise, le fonds n'investit que dans les entreprises vertes hyper innovantes pour l'avenir de nos enfants, il faut qu'il surveille quand même la gouvernance, quoi. Ouais. Donc attention à la parité, attention au sanitaire. C'est trop de boulot. En vrai, Stéphane. Donc en fait, il faut juste à un moment donné se dire, on donne du sens. Je pense que c'est bien quand même de surveiller cette filiale de Deutsche Bank. Parce que Deutsche Bank, ils ont toujours été à la pointe des conneries. Les pauvres. Oui, mais excuse-moi, mais Deutsche Bank, ils se sont fait attraper à peu près sur les 5 ou 6 dernières fois qu'il fallait attraper quelqu'un. Donc ils n'ont pas choisi par hasard. Il faut se souvenir que c'est à eux que Goldman Sachs a revendu ses subprimes. On est bien d'accord. Donc c'est le plus grand détenteur de dette pourrie, c'était Deutsche Bank. Et là, je repense à cette scène formidable du film Le Sucre. S'il y a un film à voir sur les marchés, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, film des années 70, Roger Hanin, Jean Carmet, Le Sucre. Et à un moment, c'est un petit sou, toujours un petit sou en plus. On n'arrive pas à s'arrêter pour aller chercher un petit sou. Et c'était vraiment ça l'histoire. Greed is good. Ouais. Moi, je trouve que c'est un dossier assez intéressant. Justement, pour relier au débat que vous aviez, ce dossier est parti d'un lanceur d'alerte. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait neutre. Quand on parle... comme souvent. Oui, comme souvent. Mais quand on parle difficulté de contrôle et que effectivement, on s'aperçoit que ce dossier-là sort avec des lanceurs d'alerte, on peut avoir sur ces sujets-là de plus en plus de lanceurs d'alerte, et notamment des ONG
qui commencent à rentrer et à s'intéresser véritablement à la façon dont ces produits sont vendus. Après, sur le sujet des investissements, critères ESG, etc., etc. Donc tu dis c'est salutaire comme Je dis que c'est mouvement. extrêmement salutaire, un peu comme notre discussion, on se rappelle juste avant. Deuxième sujet, ce que j'ai compris, parce que je n'étais pas un spécialiste et donc je suis allé un peu regarder tout ça. Bon, enfin, tu as bien travaillé avec la finance quand même. Ouais, oui, c'est vrai. J'ai compris aussi que ce sont des produits dont les frais de gestion sont assez élevés. Donc c'est plutôt du business rentable. Et je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant. Ça me fait penser dans le domaine agroalimentaire au bio. Au fond, l'ESG, c'est le bio de la finance. Voilà, c'était pour te faire sourire, Ouais, Stéphane. c'est pas mal. Non, mais c'est très. Jean-Christophe, c'est juste des frais de gestion, souvent sur des. Alors là, pour le coup, les fonds vraiment créés et tournés vers une des thématiques de l'ESG, évidemment, les frais sont plus élevés pour ce qu'on était en train de se dire. Oui, mais à un Le travail moment. de contrôle, de sélection, de pic. On parle, je vais donner la parole à Nicolas, mais. Les rapports sont pas les mêmes. Oui, mais attends. Moi, ce que je veux Il y a dire. plus de boulot, on est bien Ah bah d'accord. non, mais attendez, les gars, à un moment, la gouvernance en particulier, c'est très important, la gouvernance sociale. Hein, On est tous saisis quand même par l'urgence à agir. c'est une évidence. Et on est ici autour de cette table à savoir que la finance est l'arme ultime pour que ça fonctionne. Donc, c'est quand même de notre intérêt commun, général, que les déclarations d'intention ne soient pas que des déclarations d'intention. Mais Voilà. ça devrait être d'une logique implacable, déjà, que la finance soit verte. Nicolas. Moi, je peux amener un témoignage de la bout de chaîne. Parce qu'en fait, en ayant introduit Alchimie en bourse l'an dernier, en tant qu'entreprise, on a du coup la demande des fonds sur les critères ESG. Donc en fait, il y a des organismes indépendants, tiers, donc en l'occurrence CETI Finance, qui viennent chez nous et qui vient noter la partie gouvernance, la partie environnement, la qualité du business et la façon dont on gère les prestataires et ainsi de suite. Et qui a tout un paquet de critères. Ils vous donnent une note. Et puis après, ils reviennent tous les ans pour voir quelle est la tendance. Parce que de temps en temps, ils vous disent il faut faire attention à ci ou attention à là. Et puis quel est le plan d'action que vous allez nous proposer pour que dans un an, quand on repasse, on progresse. Donc c'est quand même, pour des petites boîtes comme nous, parce qu'on n'est pas non plus avec une équipe ESG, c'est quand même un investissement, un travail important. Et en face, et ce n'est pas le cas de tous les fonds, mais pas mal de fonds reviennent avec soit se contentent de la note EthiFinance, soit remettre eux également leurs propres critères. Donc à ce moment-là, on aurait presque besoin d'une interface où on ressaisit pour tout le monde les mêmes informations, parce que si on fait les dossiers multiples, et qui vont après eux en interne vous donner une note et vous dire on peut venir parce que vous avez le bon critère, ou on peut pas venir parce que vous êtes en dessous de la note. Et donc ils vont avoir leur propre baromètre. Puis après, il y a un paquet de fonds qui Oui, peuvent... mais c'est super intéressant parce que toi, patron, évidemment conscient de tes responsabilités, ça te donne un cap. Ah ben, clairement. Et t'es pas perdu au milieu de l'ensemble des injonctions parfois contradictoires. Alors exactement. Donc nous, on a pris la grille d'EthiFinance et puis on travaille avec cette grille-là et puis après on essaie de coller sur celle des fonds. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir clairement une feuille de route de ce que qu'on communique. C'est vrai, c'est validé, c'est attesté, c'est audité. Alors après, la façon dont c'est vendu au consommateur final, j'en sais rien. Avec quel prix, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quand ils arrivent dans la petite boîte qu'est la nôtre, c'est une certitude. Il y a bien une égalité, une diversité, l'environnement et ainsi de suite. C'est fini. On est au bout, les gars. Grand plaisir. On se retrouve bientôt. Et nous, on se retrouve demain sur Bismart.